conseil de défense est en cours en ce moment même à l'Élysée. On rejoint sur place Clélie Mathias et Charles Pousseau. Bonsoir Clélie. De quoi est-il question? J'imagine qu'il sera question de ce qui se passe entre Israël et l'Iran. C'est bien cela? Oui, évidemment, Laurence. Ça fait 2h15 maintenant que se tient ce conseil de défense à l'Élysée, dans une salle qui s'appelle la salle Jupiter, qui est en sous-sol, dans une annexe de l'Élysée. Rien ne filtre, donc on a très peu d'informations. Une chose est sûre, il va être question des ressortissants français. Alors, par ressortissants, on entend à la fois les gens qui sont sur place dans les pays comme Israël, qui travaillent sur place, qui y vivent, et puis bien sûr les touristes. Vous venez de parler de Washington qui allait évacuer ses ressortissants d'Israël. Il va être question aussi, bien sûr, dans ce conseil de défense des ressortissants français. Comment les aider, comment aider ceux qui veulent partir à fuir le pays, alors que c'est très difficile, on le sait, puisque l'espace aérien est clos. Alors autour de la table et autour du président de la République, il y a le Premier ministre et puis les ministres régaliens, ainsi que certainement, bien sûr, les services de renseignement français. Et je vous dis, ça fait donc 2h15. On devrait peut-être avoir quelques informations à l'issue de ce conseil de défense. Très bien, merci beaucoup Clélie Mathias, Charles Pousseau. On va essayer de comprendre la position française. Écoutons tout de suite le président Macron. Parce que dans un premier temps, il a dit évidemment Israël a le droit de se défendre. Et après, il a dit mais pas avec des bombardements. Oui, c'est ça, écoutons sans bombe. La cohérence macronienne. La France a une position constante, d'ailleurs, à travers les années. Et cette position, c'est celle que j'exprime depuis octobre 2023. Nous sommes attentifs à la sécurité d'Israël. Nous reconnaissons le droit d'Israël de se défendre, mais comme une démocratie. Nous sommes à ses côtés quand elle lutte contre les groupes terroristes. Mais jamais nous ne partageons les actions de déstabilisation régionale. C'est pourquoi depuis octobre 2023, la France appelle à un cessez-le-feu à Gaza. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous ne voulons pas un Iran qui se dote de l'arme nucléaire ou qui ait ses capacités balistiques. Mais je pense que la plus grande des erreurs aujourd'hui, c'est de chercher par la voie militaire à faire un changement de régime en Iran. Parce que ce sera là le chaos. Alors, le chaos, Gauthier Lebret, vous aurez tous la parole sur ce. Alors, Emmanuel Macron ne veut pas que ce soit les bombes occidentales qui fassent chuter le régime et qui neutralisent le guide suprême. Ça, on l'a bien compris. Et ensuite, on peut pointer, quand on discute avec des ressortissants de la diaspora iranienne en France... C'est le peuple iranien qui pourra renverser le régime. Alors ça, c'est ce que pense Emmanuel Macron, c'est pas ce que pense Benyamin Netanyahou, et c'est peut-être pas ce que pense Donald Trump. Mais quand on entend Maher Mounchipour, ce magnifique champion de boxe qui est venu sur CNews cette semaine, des ressortissants de la diaspora iranienne. J'aime bien parce qu'il y a des anciens ambassadeurs qui ont fait un petit tour de temps en temps aux États-Unis qui expliquent que toute la diaspora condamne les bombardements israéliens. Alors ils ne doivent pas avoir les oreilles bien ouvertes parce que certains, comme Maher Mounchipour, ils voient un espoir de faire chuter le régime. Et donc ils pointent l'ambiguïté de la France avec le régime des mollahs. Inutile de rappeler qu'on a gardé au chaud, à Neuf-le-Château, oui. Emmanuel Macron, le prédécesseur. Non, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Mais bon, c'est son successeur. Et donc, il ne veut pas faire chuter ce régime d'islamistes. Il ne veut pas que ce soit les bombes occidentales. Sinon, il dit que ça sera pire après. Alors, il y a le fils... C'est pas pire que quoi, d'ailleurs. Exactement. Il y a le fils du Shah d'Iran qui explique qu'il est prêt à faire une transition démocratique. Il y a Donald Trump, on l'évoquait à l'instant, qui gagne du temps et qui essaye de voir les alternatives au régime des mollahs. Et il y a Emmanuel Macron qui dit non, niet, il ne faut pas faire chuter le régime. Et ensuite, quand il dit la position de la France est constante, ça c'est quand même une vaste blague parce qu'elle change toutes les 24 heures. Au début, communiqué du Quai d'Orsay de Jean-Noël Barrot, qui répond évidemment à l'Élysée, du président de la République, assez clair pour le coup, on soutient l'intervention israélienne. Et puis 48 heures plus tard, on parle de cessez-le-feu, puis on dit non, c'est Trump qui a parlé de cessez-le-feu. Donald Trump, il rentre dans l'avion, il dit Emmanuel Macron, il n'a rien compris comme d'habitude, et il propose l'inverse d'un cessez-le-feu, peut-être même une application dans le conflit. Alors, il est possible que Trump ait changé d'avis, ça ne serait pas non plus la première fois qu'on voit ça. Mais donc ça fait une situation et une position de la France absolument incompréhensible, où on dit Israël a le droit de se défendre, effectivement, mais finalement, il ne faut pas aller bombarder les infrastructures énergétiques. Et évidemment, il faudrait que ça s'arrête le plus vite possible. Ben non, ça ne va pas s'arrêter le plus vite possible parce qu'en fait, c'est une guerre existentielle pour Israël. Le jour où l'Iran a la bombe atomique, c'en est fini pour l'État hébreu. Paul Amar, il y a aussi la situation de nos deux otages français, Cécile Collère, Jacques Paris, je le rappelais tout à l'heure. Est-ce que ça peut expliquer la prudence française Non, franchement non. Vous savez, ces régimes-là ne comprennent que le rapport de force. Voilà. Et quand on est trop tiède à leur égard, on n'obtient jamais satisfaction. On l'a vu avec ces deux otages, vous avez raison de le signaler, Jacques Paris et Cécile Collère qui sont toujours là-bas. On le voit avec Boualem Sansal. Oui, exactement.
qui est toujours otage du régime algérien. Avez-vous entendu Emmanuel Macron taper du poing, tordre ce bras d'honneur que fait le président Tebboune sans cesse? Non. D'ailleurs, j'étais très intéressé par le propos de votre journaliste sur le Conseil de défense. Vous attendiez, je le vois, votre impatience, une explication, une déclaration d'Emmanuel Macron sur ce terrain-là de la défense. De quoi parle-t-elle? Des ressortissants français en Israël. Bloqués. Et j'ai entendu tous les témoignages que vous diffusez les uns et les autres, parfois en direct, des Français otages de cette guerre retenus en Israël. Que vous ont-ils dit sur votre chaîne? Vous savez, on appelle le consulat, l'ambassade pour rentrer en... Vous savez ce qu'ils nous répondent? Allez sur le net et puis donnez-nous une note. Je pense qu'Emmanuel Macron est en train de se rendre compte, et c'était vrai aussi des otages français du Hamas. On a noté le peu d'empathie, le peu d'empressement à devoir les libérer, le peu de pression exercée sur le Hamas, pression exercée plutôt sur Jérusalem ou Tel Aviv. Je pense qu'il s'en est rendu compte. Et je pense qu'il fait passer un message, tiens, on va enfin s'occuper de nos Français. Et je pense qu'Emmanuel Macron est un petit peu perdu. Vous savez, dans notre jargon à nous, on dit ligne éditoriale. J'attends de lire clairement sa ligne politique ou diplomatique. Pour l'instant, je ne la vois pas. André Vallini, quand vous l'entendez dire oui, non au bombardement, il ne faut pas faire tomber le régime, mais il y a l'arme atomique, qu'est-ce que vous comprenez en fait? Je ne comprends pas grand-chose, effectivement, mais je pense quand même que le problème des 2 otages français doit jouer un peu quand même. Le problème des ressortissants français, bien sûr aussi. Et c'est pas scandaleux que le Conseil de défense se préoccupe des ressortissants français et des deux otages. Pour autant, Emmanuel Macron est toujours dans le flou sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres. Et moi, je retiens la déclaration du chancelier Merz, le chancelier allemand, hier, qui a dit Israël fait le sale boulot et au profit de tout l'Occident. Absolument, absolument. Et je pense que Merz avait raison. Geoffroy Lejeune. Je suis comme tout le monde ici, je suis incapable d'expliquer ce que dit Emmanuel Macron. Je comprends beaucoup mieux en effet Donald Trump, qui a souvent été décrit comme un fou furieux, vociférant, un coup de tweet, etc. Et qui en fait devient, même s'il est très ambigu, beaucoup plus lisible en ce moment. Et on constate que c'est la différence en fait entre parler quand on n'est pas écouté, parler quand on est écouté et quand on a une vraie force de dissuasion. Maintenant, moi j'ai une crainte gigantesque en vous écoutant, c'est si l'issue de ces bombardements, des 6 jours qu'on vient de vivre et de ce qui va suivre dans les semaines qui viennent, c'est le renversement militaire par une puissance étrangère d'un dictateur épouvantable, certes, mais que c'est son renversement, je ne vois pas quelle solution politique derrière. Tout à l'heure, vous, Paul Amar notamment et Mona Jafarian, décriviez une situation quasi idyllique où en fait, grâce à la déstabilisation du régime, tout à coup les oppositions réussiraient à se mettre à la table des négociations, à le renverser et que le peuple suivrait, etc. J'adorerais, mais moi j'ai une crainte gigantesque, c'est que à jamais le successeur soit entaché d'être placé par les Américains, placé par les Israéliens comme une marionnette. Et la légitimité politique derrière, je sais que c'est un peuple qui sort de 45 ans de dictateur épouvantable, donc on ne peut pas tellement se perdre en conjecture. Mais si jamais il y a cette illégitimité qui entache le début de quelque chose qui n'est plus les mots-là, j'ai peur que ça tienne pas longtemps. Et notamment parce que les puissances étrangères à l'extérieur, n'ayant pas envie, en tout cas ceux qui étaient les proxys. Ce qu'il faut redouter, c'est un coup d'État militaire aussi. Parce que ça, c'est aussi survenir. Françoise Laborde, qu'on n'a pas entendu. Sauf si, alors c'est ce que dit le prince Pahlavi, c'est qu'il veut se présenter comme l'homme de la transition pour organiser des élections démocratiques. Si en effet on arrive à organiser des élections démocratiques ou un référendum en Iran, la chose est un peu différente. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, le peuple iranien est un peuple extrêmement éduqué, est un peuple extrêmement intelligent. Les femmes iraniennes, elles se battent. Je veux dire, c'est pas... Et elles meurent. Et elle meurt, hélas, dans la différence occidentale. Mais qu'on écoute juste. C'est ça aussi qui fait la différence. Encore un témoignage. Maillard Monchipour, vous l'avez évoqué, Gauthier, boxeur français d'origine iranienne, qui affirme que la majorité des Iraniens approuvent les frappes israéliennes. On l'écoute rapidement. Et dans l'ensemble, les Iraniens remercient les frappes. Dans l'ensemble, je ne parle pas au nom des Iraniens de tous. Dans l'ensemble, ils remercient Israël d'avoir frappé et peut-être de nous débarrasser des mollahs. Quelque chose, encore une fois, que vous ne maîtrisez pas. Vous savez ce qu'ont dit les Iraniens, on est sous occupation depuis 79, depuis 46 ans. On est sous occupation. Les mollahs, l'islam, les islamistes, c'est pas l'Iran. L'Iran, c'est autre chose. Mais malheureusement, je sais très bien que c'est pas maîtrisé chez nous ici. Je voulais juste rajouter par rapport à ce que disait Geoffroy. Effectivement, on ne sait pas ce qui pourrait se passer si le régime chute. Mais quand même, l'exemple que prend Emmanuel Macron, me semble-t-il, n'est pas le bon. Il parle de la Libye. C'est vrai, ça n'était pas une bonne intervention, ça a déclenché la crise migratoire qu'on connaît. Mais il n'y avait pas de bombe atomique en Libye. Il parle de l'Irak,
les armes de destruction massive étaient un mensonge et éhonté du gouvernement Bush. Donc il n'y avait pas de bombe atomique non plus. Là, quand même, la petite différence par rapport à l'Irak et la Libye, c'est juste l'arme nucléaire. Vous avez écouté, alors je vous ai écouté avec l'ambassadeur d'Israël. Vous avez posé, la première question que vous lui avez posée, c'est est-ce que vous voulez changer le régime ou est-ce que vous voulez détruire en citant notamment d'ailleurs la phrase de Netanyahou qui disait que ça pourrait mettre fin au conflit de supprimer Khamenei. Et je crois me souvenir qu'il n'avait pas entendu cette déclaration et qu'il l'a découvert en direct, c'est vrai. Et il était en train de dire la ligne officielle d'Israël qui était à ce moment-là plus celle de Netanyahou. Il y a une ambiguïté, il y a même une gêne. L'ambassade ne dit pas totalement la même chose que le Premier ministre. On est d'accord. Il y avait une gêne sur votre plateau. Et en fait, là, on est entre les deux aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'ils vont décider de faire. Et moi, je dis, il y a une solution qui va à tout le monde. C'est qu'on réussisse par les armes ce qu'on n'a pas réussi par la diplomatie, ce que l'ONU n'a pas réussi, ce que l'AIEA n'a pas réussi, etc. Moi, ça ne me pose aucun problème moral et je ne suis pas iranien en plus. Donc voilà. En revanche, je suis désolé de dire que si on renverse un régime, je pense au successeur et je me dis, le pauvre, ça va être compliqué pour lui. Dernier mot, Paul Amar. Mais simplement pour répondre à Geoffroy, pardon, je suis plus âgé que vous, donc je me souviens du coup d'État en Roumanie. Tout le monde craignait justement ce que vous craignez et votre crainte vous honore. Et tout le monde redoutait les conséquences du départ de Ceausescu. J'étais là-bas. Vous n'imaginiez pas la foule en liesse, célébrant non pas l'arrestation du couple, mais l'exécution du couple. Je peux vous parier que s'il se passe la même chose en Iran, vous aurez la foule en liesse dans les rues de toutes les villes pour célébrer la fin du régime des Mollahs. Mais il y avait la foule. Allez,